Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de comment réussir à accoucher sans péridurale. Quelles sont les clés qui peuvent t'aider si tu souhaites accoucher sans péridurale, peu importe que ce soit un premier, un deuxième ou troisième, etc. accouchement. Je vais te donner dans cette vidéo un maximum de clés pour t'aider. Je pense que c'est une vidéo qui peut également aider les femmes qui désirent prendre la péridurale parce que parfois ça va tellement vite qu'on est surprise et que la péridurale, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est quand même bien d'être un tout petit peu informé par rapport à tout ça. Donc la première question qu'on entend en fait en tant que femme qui revendique ou qui dit tout simplement à son entourage « Eh bien je vais accoucher sans péri », la première question qu'on va te poser, c'est tout simplement « Pourquoi tu vas accoucher sans péri ?» Eh bien la première chose, c'est tout simplement pour ne pas avoir d'effets secondaires à cause de la péridurale. Parce que oui, beaucoup de femmes ont des effets secondaires à cause de la péridurale. La deuxième chose, c'est tout simplement la peur des piqûres, la peur des instruments. Je mets instruments entre guillemets. Mais en général, c'est une peur que beaucoup de mamans ont. Parce que souvent, on entend que l'aiguille de la péridurale est assez grosse. Moi, personnellement, pour mon premier, j'ai eu la péridurale. Je n'ai aucun souvenir de l'aiguille. Je crois que je ne l'ai même pas vue. Enfin bon, bref. Apparemment, c'est une aiguille quand même assez conséquente et il y a des femmes qui ont peur de la piqûre. Donc, troisième chose, la péridurale peut avoir un impact sur le nouveau-né, malgré tout ce qu'on peut te dire, malgré que la sage-femme t'ait dit que non, ça passe pas dans le placenta, machin, blabla, c'est faux. Voilà, parce qu'il y a des bébés qui ont du mal à téter par la suite parce qu'ils sont complètement shootés à cause de la péridurale. La quatrième chose, c'est d'être complètement actrice de son accouchement et tout simplement de ne pas être passive et de ne pas avoir l'impression de subir son accouchement. Il faut savoir également que quand on opte pour un accouchement le plus naturel possible, il y a du coup beaucoup moins de chances de complications, surtout par rapport aux instruments, comme je te disais juste avant, à savoir la ventouse, les forceps, une césarienne également, puisque la péridurale peut ralentir le travail. Alors souvent on peut voir des témoignages de femmes qui disent que la péridurale a accéléré le travail, peut-être, mais la péridurale peut également ralentir le travail puisqu'en fait tu ne peux pas bouger en fait à partir du moment où tu as la péridurale, même quand elle est à minima dosée. Donc du coup ce qui fait que voilà, ça peut prendre du coup plus de temps et entraîner du coup des complications. Également quelque chose que moi j'ai vécu du coup par rapport à mon deuxième accouchement sans péri, du coup il y a une chose que j'ai énormément remarqué, c'est le fait que comme j'avais réussi à accoucher sans péridurale, ça m'a permis d'avoir une énorme confiance en moi, genre jamais j'avais ressenti ce sentiment, ce super pouvoir un peu, ça peut paraître complètement fou de dire ça, mais c'est la vérité. Moi c'est comment je me suis sentie après mon deuxième accouchement, c'est voilà, avoir vraiment l'impression d'être une lionne, d'avoir réussi un truc un peu impossible à faire. C'est vraiment une très très grande fierté et ça permet un peu de booster la confiance en soi, surtout un petit peu quand on a un peu du mal à accepter le corps en postpartum. Ça fait tout de suite énormément de bien. Il y a autre chose à savoir aussi également par rapport à la péridurale et ça j'en entends très peu parler, donc c'est pour ça que je vais te le dire maintenant. Il faut savoir qu'en fait au moment de la naissance, on va dire au moment un peu imminent de la naissance, le corps de la mère en fait sécrète des endorphines en fait pour que l'enfant soit un peu dans un moment de plénitude un petit peu en fait, parce qu'il faut savoir qu'un accouchement c'est très douloureux pour la mère, je mets douloureux entre guillemets parce que ça après ça dépend des sensations que l'on ressent, mais c'est quelque chose de très intense autant pour la mère que pour le bébé en fait. Un accouchement en fait pour un bébé c'est quand même un traumatisme d'un côté, encore une fois je dis ça assez modérément mais c'est à prendre en compte, et du coup si jamais tu décides de prendre la péridurale, la mère ne sécrète pas ses endorphines et donc du coup l'enfant ressent au moment de la naissance beaucoup plus en fait la douleur. Les suites de couches quand on a accouché sans péridurale sont beaucoup plus faciles et sont même étonnantes parce que moi pour te dire un petit peu, quand j'ai accouché sans péridurale, j'aurais pu me lever de suite et aller prendre une douche tellement que j'étais bien. Voilà, j'étais vraiment très bien, voilà, j'avais pas l'impression que j'allais faire un malaise ni quoi que ce soit comparé à mon accouchement avec péri. Mais de toute façon, j'ai prévu de te parler de mes deux accouchements, on va dire, et de t'en faire une vidéo, voilà, pour te dire un petit peu la différence entre le péri et le sans péri. C'est prévu au programme, c'est une vidéo qui va bientôt arriver sur la chaîne, donc je t'en reparlerai dans cette vidéo aussi. Mais vraiment, les suites de couches facilitées, ça c'est vraiment une vérité voilà, que j'ai pu constater par moi-même. Également, quelque chose que je voulais rajouter par rapport à ça, à l'anesthésie, à la péri,
Normalement, tu vas avoir un rendez-vous avec un anesthésiste, peu importe que ça soit en visio ou en physique. Très souvent, quand on dit qu'on va accoucher sans péri, souvent les anesthésistes ne sont pas du tout à l'écoute et surtout quand c'est un premier, nous disent que voilà, on va faire comme les autres et on va s'aider pour la péri. Il y a une phrase en général qui leur cloue assez bien le bec, c'est de leur dire qu'on vient pour accoucher et on vient pas pour se faire opérer. Donc voilà, logiquement, tu as tout à fait le droit de demander un accouchement sans péri. Si tu as des questions à poser à l'anesthésiste, n'hésite pas, il est là pour y répondre, logiquement. Mais encore une fois, c'est bien si tu vois que l'anesthésiste commence un petit peu à se moquer de toi, surtout qu'en général, c'est des hommes, c'est encore plus drôle parce que eux ne peuvent pas vivre ça. Et je trouve ça un petit peu dégueulasse, très clairement, de se moquer d'une femme qui dit qu'elle va coucher sans péri. Tout ça parce que eux, ils sont anesthésistes et que c'est un peu leur boulot, hein, voilà. Mais donc, bon, bref, voilà. C'est pour ça que je voulais te rajouter cette phrase-là. Crois-moi, ça leur cloue bien le bec parce que du coup, ils savent pas quoi répondre. Je te mettrai également en barre d'infos si jamais ça t'intéresse. Je te mettrai un lien d'un site internet qui a fait un article sur les 10 idées reçues sur la péridurale. Je te conseille vraiment d'aller lire cet article. Je le trouve super intéressant. Moi, en tant que femme qui ai accouché déjà 2 fois, je l'ai trouvé, même après mes accouchements, très intéressant à lire. Voilà, on a terminé avec la première partie, à savoir pourquoi accoucher sans péri. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir bien choisir son lieu de naissance. Donc, on va dire le premier lieu de naissance, en France en tout cas, qui est très peu plébiscité, c'est tout simplement la naissance à la maison. Donc, tu as plusieurs, on va dire, types d'accouchement. Tu as le AAD, donc qui est, on va dire, un accouchement, on va dire, accompagné à domicile, où là, en général, tu es encadré par une sage-femme qui va être là au moment de l'accouchement. Et tu as également le ANA. Et là, le ANA, c'est vraiment, on va dire, un autre style, on va dire, de naissance à la maison. Là, c'est carrément voilà, une naissance autonome, on va dire ça comme ça, puisque il n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de médecin, enfin bon bref, il n'y a personne à part les parents, on va dire, et la famille à la limite, mais il n'y a aucune personne du corps médical. Le deuxième lieu de naissance, c'est du coup en maison de naissance. Et là, il faut savoir qu'il n'y a pas du coup de médecin anesthésiste sur place, il n'y a que des sages-femmes. C'est vraiment un endroit où voilà, c'est également 100% naturel, on va dire ça comme ça. Mais il me semble que si jamais ils se rendent compte qu'il y a des, on va dire, des petites complications, ils peuvent te transférer en urgence dans un hôpital. D'ailleurs, en général, les maisons de naissance sont vraiment pas très loin des maternités ou des hôpitaux. Mais on va dire que la maison de naissance, ça se rapproche plus d'un accouchement à domicile, donc là d'un AAD avec des sages-femmes. Et dans ces endroits-là, la physiologie est vraiment respectée à 100%. Ce qui peut être d'ailleurs un très très bon compromis entre l'accouchement à domicile et l'accouchement du coup dans une maternité. Malheureusement, dans le coin là où j'habite, il n'y a pas de maison de naissance, mais en tout cas, ça peut être une bonne alternative si tu as trop peur d'accoucher chez toi. Et enfin, le dernier endroit, eh bien, c'est l'endroit, on va dire, où les femmes accouchent le plus, à savoir en maternité. En général, les maternités d'ailleurs sont très proches d'un centre hospitalier, vu que la plupart des maternités dépendent en fait d'un hôpital. Tu as également dans les maternités maintenant de plus en plus de maternités qui ont des salles nature. Alors personnellement, dans la maternité, là où j'ai accouché, il n'y avait pas de salle nature, mais ça m'a pas empêché de réussir mon accouchement sans péri. Même si moi, dans mon cas, je suis arrivée juste pour accoucher. Mais il ne faut pas se dire que comme une maternité a une salle nature, forcément, c'est des gens qui vont respecter la physiologie de la femme, etc. Parce que malheureusement, parfois, en fait, ça ne suffit pas. Les professionnels ne sont pas formés ou alors elles ont tout simplement pas le temps parce qu'elles sont en sous-effectif. Donc voilà, malheureusement, la salle nature ne veut pas forcément dire maternité, on va dire pro-physio. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très important de choisir son lieu de naissance. Encore une fois, c'est également un petit peu compliqué puisque du coup, eh bien, il y a de plus en plus de maternités qui ferment, etc. Donc voilà, c'est vraiment pas évident. Si tu te demandes qu'est-ce qu'il peut y avoir en salle nature, il y a du coup une baignoire, les lumières sont tamisées, tu as également en fait des choses pour te suspendre au plafond. Alors ça peut paraître un petit peu Tarzan dit comme ça. C'est en fait des draps qui sont accrochés au plafond, enfin je dis des draps, c'est pas des draps mais tu m'auras compris. Et qui vont t'aider du coup en fait à pouvoir te suspendre parce que suivant en fait on va dire les ressentis au moment où tu accouches en fait, tu vas avoir ce besoin là. Pour mon fils j'ai senti ce besoin là, pas pour ma fille mais bon, bref. La salle nature c'est vraiment en fait un cocon. Très intimiste en fait, comparé à une salle de naissance classique ou de pré-travail d'ailleurs, de travail. C'est vraiment une pièce vraiment qui est très réconfortante, qui peut permettre justement que ça accélère le travail parce que tu vas te sentir beaucoup mieux dans une pièce comme ça que dans une salle de maternité classique vraiment où tu as le lit gynécologique un petit peu avec les machines, les bips, etc. Donc c'est sûr que si tu as un projet physio, le mieux c'est d'avoir une maternité, si tu choisis la maternité avec une salle nature pour te sentir
au maximum bien. Je vais également te mettre en barre d'infos parce que ça, je pense que ça va beaucoup t'intéresser. J'ai trouvé du coup un site internet qui s'appelle saintpéri.com où dessus tu pourras du coup retrouver très facilement en fait les maternités pro-physio pas loin de chez toi. On dirait une pub pour un site de rencontre que je suis en train de te dire. Et tu pourras également trouver sur ce site la parole de plusieurs parents qui ont fait un accouchement physio. Et tu trouveras encore plein de choses, plein d'articles super intéressants. Je te mettrai de toute façon le site en barre d'infos, mais vraiment je te conseille d'aller sur ce site. Si jamais tu es un petit peu perdu, si tu sais pas trop où aller, je te conseille vraiment d'aller sur ce site. Il a l'air vraiment génial, je suis allée faire un tour parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai été étonnée dans le bon sens. Donc maintenant qu'on a parlé des structures, on va parler un peu plus du coup des professionnels de santé qui peuvent t'encadrer pendant une grossesse. Donc du coup, tu peux tout simplement opter pour personne. Il faut savoir que on n'est pas obligé de se faire suivre, on va dire, tous les mois par un professionnel. Bien évidemment, c'est le mieux, évidemment. Mais il y a quand même de plus en plus de femmes qui décident en fait de ne pas se faire suivre. Encore une fois, c'est un choix tout à fait personnel. J'essaierai de te mettre de toute façon en barre d'infos plein d'informations par rapport à tout ça. Je te mettrai des groupes, comme le groupe par exemple Accoucher sans péri, c'est possible. Je te mettrai également un groupe, le groupe Anna, donc des femmes qui accouchent du coup sans aide à domicile. Et donc du coup on va parler un petit peu plus du coup des professionnels de santé qui peuvent te suivre. Alors tu as bien évidemment les gynécos. C'est vrai que les gynécos quand même, ils ont un côté quand même assez dur et assez froid je trouve. Je veux pas faire de généralité parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais ils peuvent être beaucoup moins à l'écoute qu'une sage-femme libérale. Moi personnellement pour mes 2 grossesses, j'ai opté pour une sage-femme libérale. Encore une fois, ça dépend du feeling, ça dépend de plein de choses, mais moi j'ai eu de la chance, je suis tombée sur une très bonne sage-femme, très douce et très à l'écoute, qui demandait même mon consentement en fait quand elle me faisait des touchés vaginaux sur la fin de la grossesse. Donc évidemment, le consentement c'est le minimum, mais il y a plein de professionnels de santé qui ne le font pas forcément. Donc voilà, il faut vraiment également très bien choisir le professionnel de santé qui te suit, qui est à l'écoute et surtout qui peut répondre à toutes tes questions parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Tu peux également demander à une doula de te suivre, à savoir qu'une doula, c'est pas quelqu'un du monde médical, mais c'est quelqu'un qui peut énormément t'épauler, que ce soit avant la conception, pendant la grossesse et même en postpartum. Donc ça peut être vraiment très très bien d'avoir une doula. Et la dernière chose par rapport à tout ça que je te conseille, c'est de rédiger un projet de naissance. Également, je t'en ai fait une vidéo, donc je te mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça t'intéresse, où je te parle de mon projet de naissance pour ma fille. Du coup c'était le même que pour mon fils d'ailleurs. Donc voilà, si jamais tu es un petit peu perdu, parce que ça a été mon cas moi pour ma première grossesse, si tu sais pas trop en fait qu'est-ce que tu peux noter sur ton projet de naissance, à savoir que tu peux noter absolument tout ce que tu veux. Je sais que c'est un petit peu relou quand la personne qui fait la vidéo dit va en barre d'infos, va voir la vidéo machin, mais voilà, comme j'en ai fait on va dire une vidéo on va dire complète dessus, si vraiment le projet de naissance est quelque chose qui te questionne et que ça t'intéresse, je te conseille d'aller voir ma vidéo. Bref, passons au point suivant. On va passer à la 3e partie de cette vidéo, à savoir qu'est-ce qu'il faut savoir, oui ça fait beaucoup de savoir, pour essayer au maximum de retarder on va dire la péri ou carrément accoucher sans péri. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à son corps on va dire pour maximum encaisser le plus de travail possible. Donc la première chose c'est tout simplement de se renseigner au maximum, je suis désolée il y a ma vie derrière qui rigole, c'est de se renseigner au maximum sur la physiologie du corps, savoir un petit peu comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qu'il se passe pendant une grossesse et qu'est-ce qui se passe au moment de l'accouchement, qu'est-ce que ça veut dire le pré-travail ou le faux travail comme les professionnels aiment bien l'appeler, parce que non ce n'est pas du faux travail, ça prépare le corps justement, donc c'est plutôt un pré-travail. Et le mieux pour ça, ce que je te conseille, c'est d'acheter en fait dire 2 livres également. Je t'en ai fait une vidéo sur les 2 livres que j'avais du coup pour ma 2e grossesse. Je te remettrai également le lien en barre d'infos parce que je t'ai fait un comparatif de ces 2 livres et je t'en parle un peu mieux. C'est Accoucher sans stress, le premier, et le deuxième c'est J'accouche bientôt, que faire de la douleur. C'est 2 livres que je te conseille vraiment de lire, qui pourront déjà te donner une très bonne base par rapport à la grossesse et à l'accouchement. La deuxième chose à savoir, c'est par rapport à l'hormone, donc à l'ocytocine. L'ocytocine a une énorme importance pendant l'accouchement et aussi pendant l'allaitement, mais ça c'est encore autre chose. Mais l'ocytocine, elle est très importante. L'ocytocine, elle est très importante pendant l'accouchement parce que c'est ce qui va aider en fait le corps à avoir de très bonnes contractions et du coup aider ton corps à faire le travail. Et également, il faut savoir que c'est une hormone qui est très timide
puisque un rien peut en fait la faire disparaître, on va dire. Si tu te sens pas bien, si tu te sens en insécurité et encore d'autres choses, c'est une hormone en fait qui peut prendre tout simplement la poudre d'escampette. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de se sentir bien. Autre point à savoir, c'est la respiration. La respiration est hyper importante. Souvent, on entend bouche molle, col mou, c'est totalement ça. Moi, pour mon deuxième accouchement, je faisais beaucoup des sons graves, à savoir des beaux A et des I-OU. En fait, pour moi, l'essentiel, c'était au maximum en fait, d'ouvrir ma bouche. C'était un peu compliqué, je te cache pas, mais ça a quand même pas mal marché. Essayez d'être au maximum, on va dire, relax. Un autre point également, c'est tout simplement de rester mobile au maximum. Voilà. Changer de position, bouger, danser, chanter, faire du ballon, changer les positions, voilà, comme je te disais. Tu peux également demander à la personne qui t'accompagne, elle peut t'aider en fait, que ce soit par exemple en appuyant sur certains points de compression pendant les contractions, ou également en t'aidant pour certaines positions. Le 4 pattes par exemple. L'essentiel en fait c'est d'utiliser en fait la gravité en fait pour aider bébé à descendre. Et surtout il faut bannir la position gynécologique puisqu'en fait c'est ultra mauvais en fait déjà pour le périnée. Et en plus de ça en fait ça n'aide pas le bébé à descendre puisque tu es sur le dos à l'horizontale. Donc ça ne travaille absolument pas la gravité. À savoir que la position chasse-neige aide beaucoup en fait à ouvrir le bassin contrairement à ce qu'on peut penser. Autre point également qui est très important, c'est de travailler sur le mot douleur et le mot souffrance. Alors là, quand je dis ça tout de suite, mon Dieu, je pense qu'il y en a certaines qui vont prendre peur. Mais c'est important de travailler là-dessus. Il faut vraiment faire une distinction entre ces deux mots-là. Souvent, quand on accouche, on a mal, c'est de la douleur. Quand on bascule dans de la souffrance, en général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur. Il y a quelque chose qui nous perturbe également. Ça peut être tout un tas de facteurs en fait. Et si par exemple tu es sous monitoring et que tu es allongé, que tu peux pas bouger, évidemment, eh bien, ça crée là de la souffrance parce qu'on n'est plus du tout dans notre bulle. Et c'est ça en fait qui va nous faire basculer dans de la souffrance. Ce qui moi personnellement m'a beaucoup aidé par rapport à la douleur de l'accouchement, c'est d'aller prendre une douche. Pour mes 2 accouchements d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de douches, ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, l'eau chaude en plus de ça, ça détend énormément. Et donc du coup, ça peut permettre au col de s'ouvrir encore plus rapidement. Maintenant, je vais te donner quelques petits tips, on va dire, qui peuvent t'aider. La première chose, c'est tout simplement ne pas penser à la prochaine contraction. Je sais, c'est très très dur dit comme ça, mais c'est hyper important de se dire que si par exemple tu as 4 minutes entre chaque contraction, de se dire que voilà, tu as passé une contraction, tu vas avoir une pause et ça va reprendre après, mais ne pas y penser. Dans le sens où te dire tu as une pause, il faut profiter de chaque seconde de pause, chaque minute de pause. Moi je sais que personnellement je visualisais en fait une vague et ça a vraiment bien marché. J'avais l'impression en fait au moment où la contraction en fait arrivait que j'avais une énorme vague qui m'arrivait dessus. Et ce que j'aime bien avec ce terme, avec ce mot vague, c'est que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une montée en puissance. Il y a le sommet de la vague où là on est vraiment tout en haut et on a l'impression que c'est waouh. Et après ça redescend. Et c'est totalement ça, en tout cas pour moi et je pense comme la plupart des femmes qui ont déjà accouché, c'est totalement la sensation que l'on ressent. En général, pendant un accouchement, on n'a plus du tout la notion du temps, mais alors pas du tout. Surtout à la fin, ça commence à être vraiment intense et on se dit mon Dieu, mais est-ce que je vais y arriver? Je sais que par exemple, pendant le trajet de la voiture jusqu'à la maternité, j'arrêtais pas de me dire que c'était intense, mais que j'allais y arriver. En fait, j'essayais de trouver tout le temps quelque chose de positif à me dire pour que ça passe. Je dis pas que c'est facile à faire sur l'instant, mais je m'étais tellement en fait préparée. Et puis bon, surtout j'avais vécu un premier accouchement, donc voilà, là le fait que j'ai un travail dans la voiture, voilà, je savais un petit peu comment ça allait se passer. Il y a plein de choses du coup également qui peuvent t'aider, à savoir un peigne voilà, que tu vas mettre dans ta main et tu vas serrer. Ça va en fait déplacer la douleur, tu vas avoir l'impression en fait que ça diminue, on va dire, le mal au niveau des contractions. Et ça va du coup, on va dire, mettre la douleur ici dans la main, ça peut être une très bonne alternative. Également, la personne qui t'accompagne peut te dire des mots rassurants. Tu es la plus forte, tu es la meilleure, tu vas y arriver, tu es capable. Tu peux également en fait écrire plein de mots, comme ce que je viens de te dire, sur des feuilles en fait, que tu gardes et que tu donnes à la personne qui va t'accompagner le jour J. Comme ça, si la personne dans le stress oublie, eh bien tu auras ces petits mots. Et crois-moi, ça fait vraiment du bien. Tu peux également mettre de la musique. Ça, la musique, c'est... La musique, ça fait vraiment trop du bien. Le mieux, c'est d'avoir des écouteurs sans fil ou un casque sans fil, comme ça au moins tu es tranquille et t'as pas le fil qui te dérange. Également, quelque chose que tu peux te demander, c'est est-ce que c'est utile de faire les cours de préparation à l'accouchement? Alors, très bonne question.
Pour mon fils, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un qui a littéralement très peur de l'inconnu. Pour ma fille, par contre, je n'ai pas fait de cours de préparation à l'accouchement parce que je m'étais beaucoup renseignée, surtout sur les réseaux sociaux. Et puis bon, j'avais surtout vécu un premier accouchement. Mais en fait, quand je vois ce que j'ai appris pendant mes cours de préparation à l'accouchement et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a clairement un fossé vraiment. Si c'était à refaire, je ne ferais pas en fait de cours de préparation à l'accouchement parce qu'en fait ça ne m'a servi à rien. Les conseils étaient inutiles. Pour te dire un petit peu si tu ne sais pas, en cours de préparation à l'accouchement du coup, il y a sur l'allaitement ou sur le biberon, ça dépend ce que tu décides. Il y a également le cours sur l'expulsion, la poussée, les suites de couches et je crois qu'il y en a d'autres mais j'ai oublié. Et donc oui, par rapport au cours sur l'allaitement, du coup ma sage-femme m'avait dit d'attendre 3 heures entre chaque tétée, non. Et même pour la poussée, elle avait dit qu'il fallait bloquer et pousser, non. Voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Enfin bon bref, c'était pas des très bons cours de préparation à l'accouchement, donc c'est pas forcément quelque chose que je te conseille. Mais encore une fois, ça dépend des professionnels de santé, ça dépend voilà, du feeling que tu as avec ta sage-femme, malgré le fait que moi j'avais quand même un très bon feeling avec elle, mais avec le recul, ces cours de préparation à l'accouchement étaient pas top. Mais bon, ça vraiment, c'est encore une fois une question, on va dire, un peu personnelle. Donc voilà, ça après, c'est vraiment à toi de voir ce que tu décides. Je t'ai un petit peu parlé de la phase de désespérance dans cette vidéo. En général, voilà, c'est le moment en fait où la femme va demander la péri. Elle dit en général qu'elle va mourir. Moi je l'ai dit, hein. Moi aussi je l'ai dit. J'ai dit que j'allais mourir, j'ai dit que j'en pouvais plus, j'ai dit que je voulais qu'on m'ouvre le ventre tellement que j'avais mal. Là ça veut dire vraiment que c'est la fin de l'accouchement et que voilà le bébé arrive en fait. Et que c'est une question de secondes, voire même de minutes, grand maximum avant que le bébé arrive. Parce qu'en fait c'est le moment où dans le corps de la mère, en fait il va y avoir une décharge d'adrénaline pour aider en fait à la naissance du bébé et du coup c'est comme ça en fait que on passe par tout plein d'états en fait. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des femmes qui n'ont pas du tout la phase de désespérance. J'ai déjà vu des témoignages et c'est assez dingue parce que moi pour mes 2 accouchements j'ai une phase de désespérance. D'ailleurs pour mon fils c'est là où j'ai demandé la péridurale d'ailleurs. Et ensuite en général ceux qui suivent du coup la phase de désespérance, il y a les poussées réflexes. Donc là c'est vraiment les dernières poussées, voilà, où le corps en fait expulse le bébé en fait. Ensuite, une fois que le bébé est né, tu as du coup la fameuse délivrance, donc à savoir le placenta en fait qui sort. Alors en France en général, il me semble qu'on laisse 30 à 1 heure, il me semble, je crois, pour que le placenta sorte. Voilà, il me semble que c'est ça. Dans certains pays, c'est beaucoup plus. Mais en France, quand même, on a une très grosse pression parce qu'en fait, l'accouchement vraiment se termine une fois que le placenta sort en fait. Parce que c'est là où en fait il y a un très haut risque pour la mère qu'il y ait une hémorragie. Et c'est là d'ailleurs où les sages-femmes et gynécos sont un petit peu tendus parce que c'est un peu le moment où tout peut encore basculer, on va dire ça comme ça. Personnellement, pour les 2 délivrances du coup que j'ai eues, on va dire ça comme ça, j'étais à chaque fois en position gynécologique. C'est également pas du tout quelque chose que je te conseille, mais j'étais tellement shootée en fait. On m'a dit de m'allonger, on m'a dit de pousser, j'ai pas cherché et j'ai poussé. Encore une fois, c'est pas la meilleure chose à faire. J'ai eu de la chance, mon placenta pour les 2 fois c'est très bien décroché et j'ai pas du tout fait d'hémorragie. J'ai perdu très peu de sang, à savoir 10 ml à chaque fois. Donc je vais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que j'ai mis en place pendant ma grossesse en fait pour avoir un accouchement, on va dire, un peu plus rapide. À savoir que du coup à partir de 36 SA, du coup j'ai consommé 6 dates par jour. Et il faut savoir que les dates, c'est un peu, on va dire, des cousines de l'ocytocine, puisque en fait ça crée, on va dire, une hormone, on va dire, semblable à l'ocytocine. Donc ça aide, on va dire, à la maturation du col au moment où le corps de la mère est en travail. Je le dis vraiment parce que c'est important, mais ce que je vais te dire là, ça ne déclenche pas le travail. Ça aide à avoir un travail plus rapide, mais ça ne déclenche pas le travail, tout ce que je vais te dire là. Et donc également les dates, du coup, comme je t'ai dit, ça diminue de 20% le travail. Également ce que j'ai fait, c'est que j'ai consommé de la tisane de feuilles de framboisier. C'est très efficace, on va dire, sur les saignements, on va dire ça comme ça. Que ce soit pour les règles ou même voilà pendant la grossesse. Ça aide également à avoir des contractions beaucoup plus efficaces sur le col et beaucoup plus efficaces en suite de couche si tu as des tranchées. Donc du coup ça permet d'avoir beaucoup moins, on va dire, de saignements. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que ça qui a joué, mais en tout cas, la tisane de feuilles de framboisier, c'est quelque chose que j'ai consommé pour ma fille. Il me semble que j'ai commencé à partir de 7 mois ou 8 mois. Pour mon fils, j'ai commencé vers la fin au 8e mois, il me semble. Mais c'est une tisane que tu peux consommer à partir du 1er trimestre. Alors bon, ça dépend, on voit un peu de tout, mais moi personnellement, si j'avais su, j'aurais commencé dès le départ. Après, encore une fois, ça dépend si tu as une grossesse à risque ou pas. Moi personnellement, ce n'était absolument pas mon cas. Donc voilà,
il n'y avait pas de risque pour moi. Encore une fois, si tu as une grossesse à risque, c'est peut-être pas la bonne idée. Parce que voilà, comme ça peut avoir des contractions efficaces sur le col, voilà, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. J'étais également allée voir mon homéopathe et elle m'avait prescrit du coup une préparation en granulé à prendre. C'est une préparation de chez Velleda, malheureusement ce n'est pas remboursé, ça coûte une vingtaine d'euros je crois. Et donc du coup c'était une préparation donc, que je devais prendre à partir du 8e mois, un mois avant la date en fait présumée d'accouchement. Pareil également c'était une préparation qui joue également sur les contractions sur le col. J'ai également fait du coup une cure de probiotiques puisqu'en fait comme on est censé accoucher par voie basse, en fait l'enfant passe du coup par voie vaginale et donc du coup il peut prendre toutes les bonnes bactéries de la mère, donc c'est pour ça que j'avais fait du coup, pour mes 2 grossesses d'ailleurs, j'ai fait une cure de probiotiques. D'autant plus que pour ma fille, j'étais positive au streptocoque B, donc du coup j'avais fait, on va dire, brièvement une recherche, et comme j'ai su qu'en fait c'était, on va dire, un dérèglement de la muqueuse, on va dire, intestinale, et du coup après ça partit dans les voies vaginales, on va dire, le remède, on va dire, le plus naturel que j'ai trouvé, c'est du coup de faire également une cure de probiotiques, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. À partir de mon 5e mois également, j'ai fait de la balnéothérapie, donc c'est tout simplement des séances de kiné en piscine. Alors ça m'a énormément beaucoup aidé parce que je crois qu'à partir du 2e trimestre, je marchais déjà comme un canard tellement que j'avais mal de partout. Ça m'a énormément aidé, ça a permis en fait de me détendre également et ça m'a permis finalement de faire un petit peu de sport parce que mine de rien, j'en faisais plus du tout. Donc ne serait-ce que pour détendre les muscles et les ligaments, ça peut être une très bonne chose à faire également. Ça c'est moi des choses que je n'ai malheureusement pas fait et j'aurais bien aimé les faire. Mais tu peux également faire de l'hypnose, de l'aptonomie. L'aptonomie, j'aurais adoré en faire. Du chant prénatal également. Et de la sophrologie. Apparemment, la sophrologie, ça marche du tonnerre. Donc c'est également quelque chose que tu peux essayer. Et je voulais également terminer cette vidéo parce qu'en fait, je ne t'en ai pas parlé. À savoir, peut-être une des questions que tu te poses le plus en cas de déchirure. Qu'est-ce qui se passe quand on est sans péri? Alors moi, personnellement, j'ai eu des points, que ce soit pour ma fille ou pour mon fils. Pour mon fils, j'étais sous péri, donc voilà, il n'y a pas eu de questions. Je te rassure, pour mes 2 accouchements, j'ai pas eu énormément de points. Je crois que j'ai eu peut-être 3 points pour mon fils ou 4 et pareil pour ma fille. Vraiment, de ce côté-là, ça a été assez similaire. Mais pour ma fille, du coup, j'étais sans péri et en fait, ils m'ont tout simplement anesthésiée avec un spray anesthésiant. Voilà, j'ai senti en fait juste les pchit voilà, en bas. C'était désagréable parce que c'était froid, mais c'est tout. Et on m'a recousu. Je n'ai rien senti. En fait, je sentais juste, comme pour mon fils d'ailleurs, alors j'étais sous péri, je sentais juste en fait qu'on me passait un fil. Mais ça fait pas mal, vraiment, ça fait pas mal du tout. En tout cas, pour ma part, ça m'a pas du tout fait mal. Je sentais juste, voilà, un truc qui passe, voilà, mais sans plus. Si c'était à refaire, je le referais 100 fois, vraiment, parce que ça s'est super bien passé. L'intensité du travail et de la naissance m'a énormément surpris, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vécu. Mais je regrette pas du tout d'avoir accouché sans péri. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me laisser un commentaire si jamais tu as des questions ou si jamais toi aussi tu as vécu un accouchement sans péri. Voilà, si tu veux un petit peu raconter ton expérience, ça sera avec grand plaisir. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h. Je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.